bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler du bilan lecture du mois de novembre. Eh oui. Si vous bougez, c'est mon chat qui s'est dit tiens si je tapais dans le trépied. Mais ouais, de novembre, oui c'est ça. Et clairement, j'ai beaucoup lu. Là, oui, je peux le dire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7 romans, une BD, dont un roman que j'ai pu. Donc, ouais. Déjà, on va commencer par ma pire lecture du mois, qui est le tome 2 de la saga d'Oren, Glint, de Raven Kennedy. Je l'ai écouté en audio, pour ceux qui suivent mes vlogs, vous le savez ce que j'en ai pensé. Clairement, je me suis fait chier. Voilà. Il s'est rien passé, mais rien. Absolument rien. Oren était agaçante. Le seul truc qui était bien, c'était par rapport à la fin du 1, du coup, ça va être la suite. Du coup, on en apprend plus sur la personne, vous voyez. Mais je peux pas trop vous en dire. Il y a que ça qui était à peu près bien. Mais autrement, il y avait des révélations que sur doute depuis 10 ans, 1000 ans. Et la révélation de la fin était en mode ok. Et du coup, c'est ça qui me donne envie de lire la suite. Enfin, d'écouter parce que je l'écoute en audio. Mais autrement, c'est une lecture assez laborieuse de tome 2. On m'a dit que le tome 1 était le pire. Désolée, pour moi, c'est le tome 2. Du coup, je vais pas en parler pendant 10 ans de celui-là parce qu'autrement, on n'a pas fini. On n'a clairement pas fini. Le deuxième roman que je n'ai pu, c'est Grandir un peu de Julia Rampin, publié chez Charleston. Je l'ai emprunté à la médiathèque. C'était l'une de mes abonnés Instagram qui l'avait recommandé. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé cette lecture. On va suivre Raymonde, une vieille femme de 40 ans qui aime sa liberté, sa joie de vivre. On va suivre Lucas, si je me souviens bien, son petit-fils. Et on va surtout suivre Jeanne. Jeanne qui quitte son mari. Elle quitte son mari. Elle s'en va de chez elle et elle se retrouve chez Raymonde parce que Raymonde cherche une dame de compagnie et elle a un logement en fait meublé, donc c'est parfait pour Jeanne. Et en fait c'était incroyable, ces relations intergénérationnelles où il y a plusieurs générations désolé, il y a mon chien. Il y a plusieurs générations dans le... J'adore ça, franchement, et on croit toujours que c'est les petits vieux qui sont un peu cons et tout. Bah là, non, c'était pas la petite vieille. La petite Raymonde avec son chien pétasse. Elle était excellente. Franchement, c'était une très bonne lecture doudou qui faisait moins de 300 pages. Du coup, ça s'est lu tout seul. Là, cette fois-ci, on va parler roman papier. Enfin, je vais parler de la BD que j'ai lue. Il y en a d'autres que j'ai lues, mais je vous en ai parlé en vlog. Donc, je vous essaierai de vous mettre le petit i. Je sais pas comment on fait, mais je trouverai. Mais du coup, j'ai surtout lu Je suis leur silence de Jordi Lafay, publié chez Dargaud, qui est l'auteur de Malgré tout. Ici, on va être dans un polar à Barcelone où Eva, notre protagoniste, est une ancienne psychiatre, mais on lui a enlevé son droit d'exercer parce qu'elle aurait des petits soucis de santé mentale. Et en fait, en allant chez le docteur Huil, je sais toujours pas comment on dit, pour une séance, le médecin va lui demander de lui raconter sa semaine. Et c'est comme ça qu'on va découvrir que Eva est tombée sur un cadavre et qu'elle a résolu l'enquête. C'était drôle, c'était frais, c'était très bien abordé, la santé mentale. Là, on est sur la bipolarité. Et une autre maladie mentale que j'ai perdu le nom d'ailleurs. Elle a des hallucinations, quoi. Et du coup, une très bonne BD que j'ai adorée du début à la fin, où j'ai mené mon enquête, même si j'ai un peu trouvé qui c'était. On va pas se mentir que j'ai trouvé. Mais c'était une très très bonne BD que je recommande. Et surtout, si vous avez aimé Je suis leur silence, vous retrouvez vraiment le trait, le dessin, les traits de Jordi Lafèvre. Et c'était trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je vais vous les prendre dans l'ordre. Ça va être plus simple pour moi. Ensuite, en lecture commune sur le Discord de la bouquinade, j'ai lu L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, publié là chez le Livre de Poche. Cassandre Lambert qui est aussi connu pour sa duologie L'Empire des femmes, publiée chez Didier Jeunesse. Mais ici, on est sur un truc complètement différent. On a Whisper qui est une princesse, mais qui est prisonnière dans le palais, qui n'a pas de droit, rien. De l'autre côté, on a Eden, une orpheline, elle qui rêve que de liberté et de vengeance aussi. Et on a Jadis qui va être limite... J'ai perdu le mot que je voulais dire. Jadis qui va être sa tante en gros va lui demander d'apporter une fiole avec un antidote pour la reine car elle est malade, du coup la mère de Whisper. Et en fait ce qui se passe c'est que Whisper va partir
pour certaines raisons. Eden va être libérée de l'orphelinat qu'elle est et Jadis va partir du coup en quête pour arriver au palais pour retourner Dot, mais vous vous doutez bien que les trois protagonistes vont se rencontrer à un moment donné. Mais chacun sait pas qui il est dans la vraie vie. Alors, c'était une bonne lecture sur le début, mais malheureusement, on apprend des révélations sur révélations qui fait que certains protagonistes, du coup Jadis surtout, on apprend des choses sur lui. Et en fait, ce personnage devient un peu fade par le passé, en fait, par le futur. Et c'est dommage. C'est vraiment très dommage parce que au début, il était incroyable. Eden, j'ai toujours eu du mal avec elle parce que je comprends sa vengeance et d'un autre côté, je la comprends pas. Mais il n'y a pas une évolution pour elle. Elle est toujours sur le même trait, genre vengeance, 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 et c'est lourd. Au bout d'un moment, c'est lourd. Par contre, gros coup de cœur sur le personnage de Whisper, la princesse, et sur Alistair. J'aime beaucoup Alistair aussi. Du coup, j'ai le tome 2, qui est juste là d'ailleurs, que je vais me lire peut-être prochainement. Mais pour le moment, je suis pas trop lecture là. J'avoue que là, les périodes des fêtes arrivent et la lecture et moi, on n'est pas là. Mais c'était une très bonne lecture. Après, c'est un tome 1, il paraît que le 2 est meilleur. Donc, à voir. Mais je recommande quand même. Un petit jeunesse, il est écrit, il n'y a pas un âge, à partir de 12 ans. Donc, ça peut être une idée de cadeau de Noël. On continue toujours en young adulte, mais là, je crois que c'est pour un peu plus vieux quand même. On est chez Casterman avec le premier tome de Souveraine de Laura Sébastien. Ce roman était dans ma palle depuis sa sortie. Ce qui veut dire... Non, pas ça. 2022. Voilà. 2022, mais le tome 2 est sorti récemment. Et je voulais quand même attendre la sortie du tome 2 et j'ai bien fait, sauf que je vais attendre la sortie du tome 3 pour lire le 2. Oui, je vais pas me faire avoir 2 fois. Car ici, on est un peu dans le même style que l'autre, mais un peu pas dans le même style, mais un peu différent quand même. Car ici, nous avons 3 sœurs, des triplés. On a Sophronia, Daphné et Béatrice. Je m'en souviens. Ces triplés, ces sœurs, ont été élevées pour trahir, mentir, voire même tuer par moments. Et surtout, elles ont été éduquées pour pouvoir séduire les autres princes, les princes des autres royaumes, pour pouvoir les épouser et pour que leur mère, Margaro, puisse avoir le plein pouvoir sur tous les royaumes. Mais comme vous en doutez, ça va pas se passer comme prévu. Et c'était incroyable! Mon Dieu que c'était incroyable! Un début assez compliqué parce que du coup, on a 3 points de vue différents. On va suivre les 3 points de vue des 3 sœurs. Et du coup, 3 royaumes complètement différents. Vraiment, il y a 3 royaumes complètement différents. Il y en a un où la magie est interdite. Il y en a un autre où la mère du prince prend énormément de place. Et l'autre, je m'en souviens pas. Pour être honnête. Et du coup, j'ai pas trop de souvenirs. Mais du coup, 3 royaumes complètement différents, avec des lois différentes, avec 3 points de vue différents, avec des caractères différents. Coup de cœur pour Sophronia. Je peux pas vous dire plus. Mais du coup, incroyable. Cette fin, je l'ai insulté l'auteur. Parce que non, je suis pas d'accord. Et du coup, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Parce qu'en fait, l'évolution des triplés est incroyable. Absolument incroyable. Au début, elles ont qu'une idée en tête, en fait. Séduire l'héritier du trône et le trahir pour leur mère. Mais on s'en doute bien que, en fait, elles vont évoluer et peut-être qu'elles vont changer d'idée. Et c'est incroyable. Vraiment, lisez-le, c'est incroyable. Il n'y a pas d'âge. Peut-être à partir de 16 ans, je dirais quand même. Parce que c'est quand même assez hard pour comprendre. À 14 ans, je trouve que c'est un peu jeune pour tout comprendre. À partir de 16 ans, parfait. Là, on va partir sur un truc complètement différent. On part à partir de 8 ans. Oui. Car j'ai lu Mémoire de la forêt, tome 2, Les carnets de Cornelius Renard, de Michael Brarno, publié et illustré par Sanoé, publié à l'école des loisirs. C'était long. C'était trop bien. Pourquoi j'ai lu le tome E2 et pas le tome 1? De une, parce que le tome 1 est en rupture de stock. Et aussi parce que l'auteur venait en dédicace pas loin de chez moi à une demi-heure. Et je me suis dit, on achète l'un des tomes et on le lit. Parce que je fais toujours dédicacer des livres que j'ai lus. Et on le fait signer. Et si je l'ai aimé. Et du coup, j'ai adoré cette lecture. C'était doudou, c'était trop mignon, c'était... Oh. Du coup, ici, on est sur un roman jeunesse. Mais vraiment jeunesse. Car c'est à partir de 8 ans. Dans cette histoire, nous allons suivre Archibald Renard. Archibald Renard, il tient une librairie, en fait, qui
qui a été un peu, qui a été tenu par son père, son grand-père et ainsi de suite. Sauf que, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, Célestin Loup va débarquer dans la librairie de Archibald et va lui dire « Vous devez partir, car ceci est ma librairie. » Et il a un papier qui lui montre comme quoi que c'est réellement sa librairie. Et du coup, Archibald, il rentre chez ses parents, il leur explique, il dit « Je comprends pas. » Il avait le papier qui prouvait comme quoi qu'il était propriétaire de la librairie. Du coup, j'avais pas le choix d'être dehors. Et en fait, avec son neveu, Bartholomé, ils vont partir à l'aventure. Ils vont aller voir leur grand-père Cornelius, qui a un syndrome de l'orage, il appelle ça, où en gros, il ne parle plus. Voilà, il est stoïque sur son fauteuil, il ne fait plus rien, il ne parle plus, il ne communique plus. Et à partir de là, ils vont trouver un carnet. Et ce carnet va les faire partir à l'aventure pour retrouver les autres carnets de leur grand-père et découvrir la véritable histoire de la librairie et la véritable histoire de Cornelius. Et c'était incroyable. Déjà, je vais vous montrer les dessins. Les dessins, hop, 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 hop. Là, par exemple, là, j'ai un dessin. Très, très beau. Franchement, c'est très beau. Hein. Le travail de Sanoé est magnifique. J'essaie de vous en trouver un autre. Mon chien gueule. Je suis désolée, je sais pas pourquoi. Hein. Celui-ci, il est très beau aussi. Et du coup, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez plusieurs couleurs. Quand c'est en blanc, vous êtes au présent. Et vous allez avoir des pages un peu plus jaunes, un peu plus vieilles. Qui fait, en fait, c'est les carnets. Vous lisez les carnets de Cornelius. Benji! Pardon. Les carnets de Cornelius. Et c'était vraiment incroyable. Pour petits et grands. Hein, parce que c'était à partir de l'âge de 8 ans, certes. Mais en tant qu'adulte, vous allez vous retrouver dans certains sujets. Sur ce lien qu'on peut avoir avec son grand-père. Avec surtout l'humour à papa, comme on appelle, de l'auteur. Car par exemple, Fred Astaire devient Fred Hamster. On a La La Land, le film La La Land devient Raraland. Et il y en a un autre qui m'a fait rire, c'est au lieu de Chantons sous la pluie, c'est Rongeons sous la pluie. C'est que des petits jeux de mots comme ça, trop mignons, qu'il a détourné pour faire un peu un univers un peu animal. Si vous avez aimé un peu l'univers de Pierre Lapin, pour ceux qui connaissent Pierre Lapin, vous aimerez ça, franchement. Je le recommande, vous voulez faire, vous avez un enfant, un petit enfant, peu importe, qui aime la lecture et qui a 8 ans à peu près, lisez-le. Vous voulez le lire avec lui, lisez-le, franchement, incroyable. Et je sais que je vais avoir le 1 à Noël. Voilà. On change totalement de registre. Là, c'est pas du tout pour les enfants. Pas du tout, d'accord? Il s'agit de Fucking King de Ella Lorez, publié chez Addictive. Un beau bébé, vous allez me dire. Celui-ci n'est clairement pas pour les enfants, car il y a énormément de popotins. Voilà, de scènes de popotins. Je préfère le dire, parce que chez Kenneth, ça dérange. Ici, on va suivre Elsie. Elsie est une Écossaise qui est à Harvard. Non, pas Harvard. Je sais plus. Mais elle est en école d'histoire. Ça, je m'en souviens. Elle est en école d'histoire et en gros, elle aime sa liberté. Elle déteste les protocoles, les trucs qui lui dictent de faire quoi, à quel moment. Et ça, non. Elle aime sa liberté. Alors quand sa meilleure amie, je sais plus comment elle s'appelle sa meilleure amie, mais quand sa meilleure amie lui annonce qu'elle est invitée à Karani, parce que le prince en fait l'a invitée pour faire la fête, pour fêter son diplôme et tout, elle embarque Elsie. Elsie, elle a pas envie d'y aller. Elle a dit, mais c'est toi qui as un crush sur ton prince, là. T'as aucune chance, mais vas-y. Pourquoi moi je viendrai? Et elle a dit, Kate a bien eu William. Pourquoi moi j'aurais pas mon prince? Voilà, c'est son excuse parfaite. C'est le début, hein, j'invente rien. Et du coup, Elsie va être embarquée à Karani contre sa volonté un peu. Parce qu'on l'a beaucoup supplié. Et là-bas, elle va faire la rencontre d'un sacré roi, un peu froid, mystérieux, mais bon, elle n'aime pas les protocoles, mais le roi lui dit pas non. Voilà, vous en doutez bien. Quand je dis qu'il y a énormément de scènes de popotins, c'est que limite, ils couchent plus ensemble qu'ils ne communiquent. Ils communiquent qu'à la fin, eux.
Et du coup, c'était absolument... D'un côté, j'ai adoré, c'était drôle. J'ai adoré ce choc des cultures avec le côté où lui, il a des protocoles, il suit les protocoles et tout. Et de l'autre côté, il y a elle qui aime sa liberté. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé beaucoup moins de scènes de popotin et beaucoup plus la fin. Vous savez, du coup, ils vont sortir ensemble. C'est une romance, il n'y a aucune surprise. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que vu qu'il y a le choc des cultures, j'aurais aimé que ce soit plus long. L'acceptation, en fait, de voir l'évolution de Elsie dans ce palais, tu vois, dans le royaume. Ça, j'aurais aimé énormément le voir, mais on l'a pas vu malheureusement. Et il y a eu énormément de scènes de popotin, mais je le recommande. C'est vraiment une lecture qui se lit tout seul et sans prise de tête. Donc d'un côté, je le recommande. Et celui-ci sera à trouver sur Vinted, parce que je vais le mettre en vente, parce que je ne le relirai pas. Voilà. Il y en a que je ne vendrai pas parce que j'ai aimé, ou que j'ai envie de relire peut-être plus tard, ou parce que j'ai pas encore eu la suite. Donc voilà. L'une de mes meilleures lectures du mois, et peut-être aussi la plus dure du mois, Styx Rider, le tome 4 de Calypso Cadin. On est sur la vengeance de Méduse. Je vais vous lire la première phrase. C'est cette histoire Cette histoire commence par un meurtre. Un meurtre que j'ai commis. Car ici, nous allons suivre Courtney, alias Méduse. Elle a tué qui, à votre avis? Elle a tué son violeur. Elle s'est fait violer. On l'a tabassé, on l'a drogué, on l'a violé. Elle n'avait qu'une envie, c'est de se venger. Elle l'a fait, elle a tué son violeur. Sur ce, on peut pas lui en vouloir. Elle est... Tout le monde, hein, je pense que c'est la première chose que vous pensez. Après, j'ai jamais été violée, donc je peux pas juger. Mais dès le début, honnêtement, moi, je l'ai pas jugée. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle a pas tué n'importe qui. Elle a tué un président d'un club de motards, en fait, d'un club de bikers. Et là, en fait, les autres, ils ont qu'une envie, c'est de se venger. Du coup, son père qui est en prison va lui dire « Bon, t'es en danger, la seule chose que tu dois faire absolument, c'est d'aller retrouver les Styx Riders et leur dire. » Et c'est à partir de là qu'elle va se retrouver sous la protection des Styx Riders et elle va surtout se retrouver en colocation avec Snack, mon bibou. Snack, qui est un Styx Rider, certes, mais qui aime bien boire son petit chocolat, son lait au chocolat, au bar pendant que les autres boivent une bière. Ce mec a un chien qui s'appelle Chien et qui est trop mignon. Genre, on s'attend à un gros berger allemand et en fait, il a un chihuahua. Incroyable. C'est des Styx Riders vraiment très humains où derrière cette noirceur se cache en fait un bisounours. C'est Snack. Je l'aime d'amour. Et là, en fait, on est un peu sur un Grumpy Sunshine, mais dans le sens inverse. Car pour une fois, on a Courtney qui est complètement brisée vu ce qu'elle a vécu avec son viol et tout. Du coup, elle a beaucoup de noirceur en elle, de violence, d'impulsion. Et de l'autre côté, on a Snack, certes, qui a vécu des choses vraiment horribles, mais qui a réussi à rebondir dans la vie et qui est toujours souriant, bienveillant et tout. Et ce tome 4 est incroyable, c'est clairement mon préféré. J'ai envie de lire la suite parce que la fin, voilà, j'irai pas plus, mais je veux lire la suite. Mais le problème, c'est que j'ai que 6 tomes et j'ai envie de laisser traîner parce que je veux pas finir cette saga parce que je l'aime trop. Sérieux, je l'aime trop. Moi, j'ai découvert Styx Rider, les 3 premiers tomes brochés à leur sortie. Et pendant que les autres le découvraient en poche. J'étais en mode là, c'est bien. Moi, je le savais déjà, vous voyez. Du coup, j'ai trop envie de lire la suite, mais en même temps j'ai trop peur. Je vous recommande ce 4e tome, la saga entière je vous la recommande, mais attention, ce 4e tome contient pas de scène d'explication, il n'y a pas d'explication de viol, non, mais d'un côté, Courtney alias Méduse est très très sombre, un personnage très très sombre, donc attention. Et surtout, et elle a des peurs aux hommes, genre elle a des, si Snack la touche, elle recule et tout, et surtout elle fait du kickboxing. Elle est trop badass. Trop badass. On continue. J'allais dire la meilleure lecture, mais je viens d'en voir une, elle en fait partie aussi. Bon, bref. Avant-dernier roman dont je vous parle, normalement, oui. Il s'agit de Ce qui nous rend vivants de Emma Green, publié chez Addictive. C'est le petit dernier qui est sorti. Et c'est mon préféré d'Emma Green. Voilà. Si vous aimez Grey's Anatomy, si vous aimez Urgence, lisez ce livre. Je serais trop bonne pour des pubs, honnêtement. Ici, nous sommes aux urgences. Mais avant d'être aux urgences, c'est Cléo. Ouais, Cléo et Cruz étaient tous les deux élèves, camarades même, à l'école de médecine.
Malheureusement, Cléo a loupé son année de médecine pour de certaines raisons. Et du coup, Cruz, lui, l'a réussi, donc il est parti aux urgences et elle a refait son année. Sauf que quelques années plus tard, Cruz et Cléo se retrouvent tous les deux dans le même hôpital. Cruz en tant qu'interne en neurologie, si je me souviens bien, et Cléo, elle est en internat aux urgences. Sauf que Cruz, par moment, il débarque aux urgences pour donner un coup de main parce qu'ils sont blindés. Et là, vous vous doutez bien que toute leur rivalité, les secrets qui ne se sont pas dits vont se dévoiler et c'était absolument incroyable. J'ai adoré cette ambiance Grey's Anatomy, urgence. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et là, en plus d'avoir des personnages drôles, avec des punchlines absolument incroyables, les auteurs, parce qu'elles sont deux, bien sûr, les auteurs vont nous parler de ces difficultés des personnages, des personnages, mais surtout du personnel soignant, en tant qu'urgentiste, neurologue, chirurgien, peu importe, mais cette difficulté, le fait qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde parce qu'il y a un manque de personnel, la mutuelle, parce qu'ici ça se passe aux États-Unis et là-bas la mutuelle c'est autre chose, l'assurance c'est pas comme chez nous. Et c'était trop bien, la romance est belle, il y a des personnages, la meilleure amie de Cléo, non, c'est pas sa meilleure amie, mais une de ses camarades d'internat, Pépite, je l'adore et il va y avoir un spin-off, j'ai appris ça et je veux le lire. Très rare pour moi Emma Green parce que Emma Green ça passe ou ça casse. Celui-là il est passé largement et je veux lire la suite. Clairement je veux la suite. Et on termine avec la meilleure lecture, égalité, je ne sais pas, mais c'était une excellente coup de cœur. Bon bref, ok. Il s'agit de La femme de ménage de Freda McFadden, publié chez J'ai lu, mais vous pouvez le retrouver en grand format chez City Édition. Ce roman, il me reste 10 minutes là, j'ai 10 minutes pour vous vendre ça et clôturer. Ici nous allons suivre Millie. Millie elle est en train de travailler, de base elle avait un travail, elle avait un logement, malheureusement elle s'est fait virer. Donc elle a plus d'argent et en plus elle se retrouve virée de chez elle parce qu'elle a plus les moyens de payer le loyer. Mais surtout que c'est compliqué pour elle de trouver un job parce qu'elle sort de prison. Pourquoi? On ne le sait pas au début, mais quand on le découvre, on ne le sait pas au début. Et elle postule un peu partout, quoi, parce qu'il lui faut un boulot. Elle en a marre de vivre dans sa voiture. C'est pas une vie et c'est compréhensible. Et elle va se faire un entretien chez Nina Winchester. Et pendant l'entretien, tout se passe bien. Absolument, tout se passe bien. Pour le moment. Et du coup, elle va être prise. Sauf qu'au moment où elle est prise, elle dort chez l'habitant, enfin chez son employé, son employeur. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle va découvrir qu'en fait, déjà, elle dort au grenier. Hein. De deux, sa porte se ferme de l'extérieur, pas de l'intérieur, de l'extérieur. Elle a une fenêtre qui ne s'ouvre pas. Quoi, que des petites choses comme ça un peu chelou déjà, mais elle se dit, bon, bah, c'est quand même toujours mieux que de vivre dans sa voiture. Mais surtout, elle va apprendre des choses, elle va découvrir des choses. Elle va se rendre compte que la Nina Winchester n'est pas aussi bien habillée, aussi bien... Voilà, elle n'est pas aussi coquette qu'elle en a l'air. Et sa petite fille non plus. Surtout qu'elle va apprendre, je n'invente rien, c'est écrit derrière, que Nina aurait tenté de noyer sa fille. Et du coup là, tout change. Et honnêtement, même pour nous, tout change. Parce qu'on est en mode, mais qui est cette femme ? Qui est cette femme? Comment elle est horrible? Au début, on a pitié, on se dit, ouais, elle est peut-être malade. On se dit ça, franchement, on se dit ça. Oh, franchement, l'auteur est très doué pour nous retourner le cerveau, surtout. Parce que pendant une partie, on se dit, mais elle est pas normale, elle a un problème. Que des trucs dans le genre. Et à un moment, il y a un retournement de situation qui vous fait mourir. Clairement, j'étais en train de lire. Nanani, nanana. Et là, j'ai crié, et je vais le dire, je m'en fiche. Putain de merde. Je suis quelqu'un où les émotions sortent. Je ne retiens rien, c'est comme ça. Quand je lis, et à un moment je lis, et là il y a le retournement de situation, et je fais putain de merde. Et quand je lis, je continue. Et à la fin de ce livre, j'ai l'impression que ma vie, c'est de la merde. J'ai l'impression que j'ai une vie de merde, que limite, je me demande s'il m'a pas créé une panne de lecture, parce que c'était incroyable. Vous avez aimé Verity de Colleen Hoover, mais vous avez pas aimé les scènes de popotin dans Verity? Lisez ça, il n'y a pas de scène de popotin. Clairement, il n'y en a pas du tout.
mais c'est incroyable. Incroyable. Vous allez avoir le cerveau retourné dans tous les sens du terme. Vous n'allez pas comprendre comment vous vous appelez. Mais ce roman est incroyable. Je pourrais vous en parler pendant 10 000 ans. Mais what the fuck? Clairement, what the fuck? Je l'ai lu en lecture commune avec une abonnée Instagram et what the fuck? C'est tout. On était dans les vocales en mode non mais t'as vu ce qu'elle a fait? Non mais elle est complètement tarée! Que des trucs dans le genre. Et du coup, je peux que vous le recommander. Si vous connaissez quelqu'un qui a aimé vraiment Verity, offrez-lui ça à Noël. Je ne rigole pas. Il est vraiment trop bien. Si vous avez aimé Verity de Colleen Hoover, lisez-le. Et surtout, si vous avez lu celui-là et vous avez lu Verity, est-ce que vous pouvez m'en recommander? Parce qu'en fait, j'aime pas les thrillers en soi avec des meurtres, des trucs un peu gore. Mais ça, c'est un peu les trucs thrillers psychologiques où en gros l'auteur va vous retourner le cerveau. Ça, je kiffe. Et du coup, je vais... je peux pas me l'acheter pour le moment parce qu'il est dans ma wishlist de Noël. Mais si je ne l'ai pas à Noël, je vais m'acheter le 2 parce que j'ai trop envie de l'acheter, clairement. Et c'est trop bien. Je recommande très fortement. Sur ce, je vais vous laisser là. Voici mon bilan de lecture de novembre. Je vous préviens que celui de décembre, il va être beaucoup plus petit. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, je pense. Je sais pas ce que je vais faire. Et sur ce, passez une très bonne semaine. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner, ça fait plaisir, ça fait gratuit. C'est gratuit et c'est bientôt mon anniversaire. Alors s'il vous plaît, faites-moi plaisir, abonnez-vous. Ouais, je sais, c'est une excuse bidon. Mais j'essaye, qui tente rien à rien. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bye!